On va faire juste un petit cours sur une introduction à ROS. Donc c'est vraiment une introduction pour ceux déjà qui connaissent pas ROS, pour ceux qui savent pas forcément très bien coder aussi. Donc vraiment une introduction de base pour qu'on ait quelques mots-clés, quelques concepts comme ça en tête. Alors, la vidéo est un petit peu plus longue celle-là que les autres. On va faire une petite introduction à ce que c'est ROS, les bases. Après je vais vous présenter quelques petits outils et quelques petits, on va dire quelques structures, enfin la structure de ROS pour faire de la programmation, où se ranger les choses et comment s'en servir. Alors quelques petites références, bon d'abord il y a un gros bouquin Mastering ROS for Robotics Programming, vous pouvez trouver ça sur, sur Amazon ou autre. Après voilà, vous avez aussi deux sites web, vous avez le wiki ROS qui est quand même assez complet, peut-être un peu trop complet, on peut assez y perdre. Et la ligne aussi, voilà, vous avez beaucoup d'infos. Et pour le néophyte, c'est un petit peu difficile. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ROS? Alors, ROS, ça veut dire Robot Operating System. C'est pas vraiment un système d'exploitation en tant que tel. Mais voilà, c'est un cadre. C'est un ensemble de choses, un cadre qui est flexible pour l'écriture de logiciels robotiques. En fait, vous allez avoir un ensemble d'outils, de bibliothèques et de conventions qui visent à simplifier la création de comportements robotiques complexes et robustes sur une grande variété de plateformes robotiques. Donc si vous voulez faire une tâche, vous allez l'écrire par exemple sur un robot. Le but de ROS, c'est que vous ayez très peu de choses à réécrire pour l'utiliser sur un deuxième robot et que vous puissiez le passer à la communauté par exemple. Alors un petit peu d'histoire, d'abord ROS il a été développé au Stanford Artificial Intelligence Laboratory en 2007, donc c'est là où il a commencé. Donc après ceux qui ont commencé ça, en fait ils ont fondé une société qui s'appelait Willow Garage, et en 2013 en fait ROS a été inclus, donc maintenant il est suivi par l'Open Source Robotics Foundation. Donc à l'origine en fait ROS a été conçu pour commander le robot PR2 de Willow Garage, celui que vous voyez là. Donc vous voyez ce robot il a un petit peu de tout, il a des bras, donc robot manipulateur, il a une base mobile, donc aussi du robot mobile, il a des caméras, il a des capteurs, donc comment réussir à faire fonctionner tout ça ensemble. Alors ROS, sous quelle licence et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc ROS il est sous licence BSD, donc Berkeley, je sais plus quoi la suite, donc ça je vous présente dans une autre vidéo sur les licences. ROS c'est un outil open source et en fait sa licence c'est l'une des plus permissives, la BSD. C'est-à-dire que vous pouvez faire un produit commercial en utilisant ROS et le vendre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ROS, le redistribuer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le modifier. Donc s'il y a des bouts de ROS qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer. Vous en servir ou les changer et les commercialiser. Vous pouvez vous en servir chez vous, si vous voulez. Aussi. Par contre, vous avez tous ces avantages. En gros, vous faites ce que vous voulez avec ROS. Sauf que la responsabilité, du coup, elle n'est pas due à ROS, elle est liée à l'utilisateur. C'est-à-dire que même si vous utilisez entièrement tout ce qui a été fait ailleurs et que vous cassez votre robot, c'est votre faute, c'est pas la faute de ROS. C'est à vous à assumer. Voilà un petit peu sur la licence. Donc en gros, le but, c'est que tout le monde puisse s'en servir et qu'il y ait très peu de restrictions. Alors, ROS, en fait, il y a plusieurs versions de ROS. Il y a une nouvelle version de ROS qui paraît en fait chaque mois de mai. Tous les ans. Alors après, il vaut mieux quand même utiliser les versions qui paraissent les années paires, parce que celles-là elles sont maintenues 5 ans en fait, et celles qui paraissent les années impaires elles sont maintenues que 2 ans. Donc elles se calent sur les versions LTS, notamment de Ubuntu, qui respectent la même loi. Donc Ubuntu il sort en avril à peu près, enfin, en général il sort en avril, et ROS essaie de sortir le mois d'après. Alors les systèmes supportés à l'heure actuelle, donc ça date peut-être un petit peu, c'est Ubuntu ARM. Il y a quelques expériences en fait avec Arch Linux, Android, OS X et Gentoo sous Linux. Donc voilà. Donc là je parle pas ici de la version 2 de ROS, parce qu'il y a ROS 2 aussi qui a pour objectif d'être sur Windows, mais pour l'instant c'est pas encore très popularisé. Alors pourquoi on utiliserait ROS avec son robot? Donc déjà, parce que en fait, beaucoup de monde maintenant utilise ROS, beaucoup de monde met à disposition tout ce qu'il a fait, donc en fait vous avez beaucoup d'outils
qui sont déjà prêts à disposition pour votre robot. Par exemple, vous avez des outils de SLAM. Alors le SLAM, ça veut dire Simultaneously Localization and Mapping, c'est-à-dire que je fais une carte en même temps que j'avance et je me localise dans cette carte. Donc des outils comme ça a été fait. C'est disponible sur ROS, que ce soit fait d'ailleurs à partir de laser, de plan laser, de lidar, ou de caméra, ou d'autres capteurs aussi. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses dessus. Et c'est pas la seule chose, hein. Le SLAM, vous avez aussi beaucoup d'outils qui sont mis à disposition par la communauté. Ça permet de gérer un grand nombre de capteurs et d'actionneurs, hein. Je vous ai parlé du plan laser tout à l'heure, des caméras, des ultrasons, de l'audio ici, donc vraiment beaucoup de choses au niveau des actionneurs aussi. Donc comme beaucoup de robots commencent à s'y mettre, s'il y en a un qui sort un actionneur un petit peu original, bah forcément il va essayer de venir l'interfacer sous ROS, et puis du coup ça sera disponible un peu pour tout le monde. L'un des gros points forts en fait, c'est que vous pouvez, quand je vous dis je code en ROS, ça ne veut pas dire que vous lâchez votre langage de programmation préféré, hein, parce qu'en fait vous pouvez coder du ROS dans beaucoup de langages différents, du C++, du C++, du Python, du Java, du Lisp, bon, il y en a vraiment, je pense, beaucoup, du R aussi, du Rust aussi, je crois. Donc voilà, vraiment beaucoup de langages, et il y en a de plus en plus qui se mettent dessus. Un autre avantage, c'est qu'en fait c'est très modulaire. Vous avez capacité d'arrêter ou de changer des nœuds. Alors des nœuds, c'est des bouts de programme qui font quelque chose. Donc vous pouvez dans un premier temps faire votre architecture, tester ce nœud là pour qu'il fasse faire telle action. Il vous plaît pas, vous testez le nœud d'un autre jusqu'à ce que vous trouviez un truc qui vous correspond. Vous pouvez développer les vôtres. Vous pouvez aussi, en fonction des situations, arrêter donc un bout de programme et relancer un autre qui serait plus performant dans cette situation là. Tout ça c'est possible. Alors moi ce que j'aime bien sous ROS, c'est tout ce qui est gestion multiprocesseur et distribué. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez faire tourner toute une salle avec 50 PC dedans sur une seule application robotique en utilisant ROS. Tout ça, voilà, vous avez un petit peu de config à faire sur chaque PC, mais après ça devient complètement transparent, qui est tous ces PC qui travaillent, et vous en feriez qu'une seule application. Alors bien sûr, 50 PC pour une seule application robotique, faut trouver l'application qui en a besoin, mais voilà, dans l'idée c'est un peu le principe. Un gros avantage aussi, c'est que vous avez une communauté très active. Alors surtout si vous commencez en ROS, si vous avez une erreur que vous ne comprenez pas, il faut vous dire, vous n'êtes sûrement pas le premier à avoir eu cette erreur là. Vous cherchez un petit coup de Google ou autre, votre navigateur, enfin votre outil de recherche préféré, vous allez sûrement trouver la réponse qui vous bloque un peu. Alors, parce qu'il faut être honnête aussi, hein, pourquoi, dans quel cas il vaut mieux ne pas utiliser ROS? Alors si vous avez jamais fait de ROS de votre vie et que pour demain vous devez sortir un robot qui doit marcher, faire ce que vous voulez, etc., bah ROS ça prend un peu de temps. Donc c'est un petit peu long à apprendre. Il y a des étapes, donc généralement au début on arrive sur un gros mur, puis après une fois qu'on l'a passé, on commence à vite à faire des choses sympas, mais il faut passer ce premier mur, ça demande un petit peu de temps. Et j'ai envie de dire aussi, ça demande la présence quelque part d'un espèce de maître Jedi qui va vous guider après, jeune padawan que vous êtes de ROS. Donc voilà, donc faut l'apprendre, faut un peu comprendre la philosophie et savoir faire des choses de base avant de faire des choses un peu plus évoluées. Alors les simulations avec Gazebo notamment sont pas super faciles à faire. La modélisation IRDF, donc ça c'était vrai à un moment, une fois qu'on en a fait une ou deux, après on a compris l'idée, hein. Donc c'est pas super compliqué de modéliser son robot dessus quand même. Alors surtout j'ai envie de dire, là où il ne faut pas utiliser ROS, c'est quand vous avez des applis super simples et finalement un petit microcontrôleur à entre 2 et 5 euros on va dire pourrait faire votre travail, mais il ne faut pas utiliser ROS, hein. ROS c'est quand même une grosse machine, ça a besoin d'un PC ou quelque chose équivalent à un PC, un Raspberry par exemple ou un truc comme ça. Donc voilà, faut pas sortir non plus un canon pour tuer une mouche. Si vous avez un petit aspirateur à faire pour votre chambre, voilà, un petit microcontrôleur qui pendant 10 secondes fait un truc, après change aléatoirement de comportement et quand il rencontre un mur il fait demi-tour. Vous n'avez pas besoin de ROS pour ça, un petit microcontrôleur ça ira très bien, ou un Arduino pour ceux qui tolèrent les Arduino. Alors après il y a aussi une particularité, c'est que, enfin moi j'estime, c'est que ROS vous met plein d'outils à dispo et que du coup il faut un petit peu rendre l'appareil et donc laisser votre code à dispo, et pour ça en fait il faut que votre code il soit propre
et un peu documenté quand même pour que les autres puissent facilement s'en servir. Ça, on va dire que c'est un petit peu optionnel. Le gros point, hein, c'est vraiment que si vous n'avez pas besoin de faire des choses très compliquées avec votre robot et que vous pouvez gagner un peu financièrement et en complexité, prenez un petit microcontrôleur. Après, dès que vous avez des trucs un peu plus évolués, ROS, ça peut être sympa. Alors, comment ça marche? Vous avez une application robotique ici, donc que vous avez découpée en plusieurs petites briques. Donc une brique qui va faire, j'ai besoin d'une caméra pour voir où est mon robot, j'ai besoin d'actionner mon robot pour attraper un objet, j'ai besoin de déplacer la base mobile, donc plein de petites briques comme ça, qui vont communiquer entre elles, et qui vont se reposer sur différents outils et sur les systèmes d'exploitation. Donc ici par exemple on a fait deux systèmes d'exploitation différents. Sur ROS 1 c'est surtout de Linux, de Ubuntu, mais qui montre bien qu'on peut avoir deux PC différents. Donc en fait quand on dit qu'on fait du développement ROS, on va venir simplement ici développer une petite brique ici, et tout le reste un petit peu tout le reste est un peu transparent pour l'utilisateur, le codeur lambda, et en général on n'a pas à mettre les mains dans le cambouis ici, on a juste à s'occuper ici de notre petite brique qui va être imbriquée dans une archi où il y en a plusieurs pour faire l'application. Donc ça c'est un peu le principe de base, d'avoir des choses modulaires. Alors maintenant comment ça marche, il y a un nœud de base qu'on appelle le master. Donc vous avez le master, en fait son rôle principal ça va être d'interconnecter les nœuds entre eux. Donc pour lancer le master tout seul, vous ouvrez un terminal, vous lancez ROS Core, vous allez lancer le master. Et en fait quand il y a un nœud qui arrive, il va contacter le master, il fait coucou j'existe. Je vais devoir envoyer de l'information, donc publier une information sur ce qu'on appelle un topic. J'expliquerai après ce que c'est un topic. Donc il prévient le master lui dit ok, donc voilà. Et par exemple vous avez un autre bout de programme, un autre nœud qui veut dire moi écoute, j'aimerais mon master, coucou j'existe, et j'aimerais écouter les informations qui passent là, et en fait le master va venir faire le branchement entre tout ça. Donc quelques petits mots clés. Donc le master, on va dire c'est le chef d'orchestre qui manage un peu tout. La notion de node, de nœud en français, en fait ça va être un petit programme. Le but c'est que ce soit vraiment modulaire, donc qui fait une fonctionnalité et qui va être capable d'interagir avec le master. Et en fait un nœud qui communique, les nœuds communiquent entre eux via des topics qui sont des canaux de communication, et dans ces canaux il va passer des messages. Et en fait on dit qu'un nœud qui publie sur un topic, c'est appelé le publisher pour ce topic, il envoie une info, et un nœud qui écoute un topic, il est appelé subscriber pour ce topic. Alors un nœud peut être à la fois publisher pour un topic et subscriber pour un autre, ça c'est pas un problème. Il peut être publisher pour plusieurs topics, subscriber pour plusieurs topics, pareil les topics ils sont pas limités. Alors j'ai jamais trouvé d'appli, j'ai jamais testé si on pouvait être publisher et subscriber sur le même topic, mais à mon avis on tomberait vite dans genre effet Larsen, des choses comme ça. Donc pas intéressant vraiment à tester. Alors quelques exemples de nœuds. Donc je vous en ai mis plusieurs, vraiment il y en a beaucoup des nœuds. Donc vous avez par exemple le nœud Joy, en fait qui va récupérer les infos d'un joystick et qui va les publier. Donc si vous avez une manette de jeu USB, des choses comme ça, vous pouvez facilement l'interfacer avec ROS. Pareil USB cam. Quand vous avez une caméra USB, ou même généralement sur les PC portables, les caméras qui sont dessus, c'est des caméras USB en dessous. Donc ils vont récupérer les infos et ils vont publier les images sur le topic qu'il faut. Alors PTAM c'est un nœud en fait qui va faire une carte 3D à partir des images d'une caméra. Donc votre caméra va se déplacer dans l'environnement et PTAM vous permet de mettre à jour une carte de l'environnement en 3D et tout localiser. Et un dernier petit nœud que j'aime bien, moi, que j'utilise assez souvent, c'est Haruko. Donc Haruko en fait vous allez créer des QR codes que vous allez coller à différents endroits, et en fait Haruko en fonction va récupérer une image de la caméra et va localiser le marqueur dans le repère de la caméra. C'est assez pratique pour faire de la localisation d'objets, des choses comme ça. Voilà, quelques exemples de nœuds. Alors des nœuds il y en a plein. Quand vous allez commencer à faire ROS, vous allez vous-même créer un nœud, donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, les nœuds ils peuvent être codés en C++, en Python, Java, en Lisp, en vraiment beaucoup de langages. Je sais pas une liste exhaustive. Je pense que voilà, il y a beaucoup de langages qui s'y rajoutent.
Et un peu, c'est un peu la grosse force, c'est que chacun peut garder son langage fétiche sans devoir un peu enlever ses habitudes. Alors un topic, donc je vais juste revenir sur le topic, c'est ce qui se passe, c'est le canal de communication entre deux nœuds. Donc chaque topic il a un nom unique, c'est logique, si je veux utiliser un canal de com, il ne faut pas que je le mélange avec celui d'à côté. Et chaque topic il a un seul type de message qu'on peut publier, alors les types de messages j'explique ça juste après. Mais en gros, c'est chaque topic, il a son propre nom et par exemple, il est fait pour envoyer des images de caméra. Voilà, dans ce topic-là, on ne peut pas envoyer par exemple du texte ou autre chose. C'est vraiment, il est dédié aux images de caméra. Alors, n'importe quel nœud il peut écouter ou publier sur un topic. Si le topic il n'existe pas et que le nœud veut publier ou écouter, et ben il se crée automatiquement. Donc ça, vous n'avez pas à gérer la notion de création ou destruction des topics, on va dire. Ça se fait tout seul, c'est Ross qui gère ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était assez transparent. Alors là où ça peut des fois devenir un peu le bordel quand c'est mal fait, c'est que voilà, tous les nœuds peuvent publier en même temps et tous les nœuds peuvent écouter. Donc si vous êtes plusieurs à publier en même temps, ça peut être risqué parce qu'en fonction de la source, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc ça peut être fait. Voilà, en général, vous avez quand même un nœud qui publie et plusieurs nœuds qui écoutent. C'est rare d'avoir deux nœuds qui publient la même chose, sauf si pour faire des tests, des choses comme ça. Mais voilà, on va dire que dans plus de 75% des cas, vous avez un nœud qui publie et un ou plusieurs nœuds qui écoutent, qui subscrivent. Alors quelques exemples de noms de topics. Alors là, vraiment c'est du nom, mais c'est tout ça on peut changer. Vous avez le topic commande vel. C'est une commande en vitesse qui vous donne les 6 dimensions, donc 3 positions, 3 vitesses de position, 3 vitesses de rotation. La John Tangle qui permet de définir les variables articulaires d'un robot, et vous avez ODOM pour stocker les données odométriques. Donc les données odométriques, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'odométrie, je sais où j'étais à un moment, je sais quelles sont les actions que j'ai faites, j'ai marché par exemple 3 pas, donc je me doute que je suis à peu près à 3 mètres devant moi si je fais des pas de 1 mètre. Voilà, parce que c'est à peu près l'odométrie. Donc maintenant un petit peu le message. Donc en gros tous les messages de Ross, il va en hériter. Donc ça c'est vraiment en sciences informatiques. Donc, encore une fois, je m'adresse à ceux qui ne sont pas des experts en informatique. Je ne suis pas expert en informatique moi-même d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est juste pour expliquer. Donc ne m'insultez pas s'il vous plaît. Donc tous les messages ils héritent en fait d'un type haut niveau de message Ross. Donc en gros on va dire que tous les messages sont un petit peu cousins. Et on peut considérer que les messages en fait sont classés par famille. Encore là du coup les informaticiens vont m'insulter. Bon, on va dire par namespace. Et vous en avez plusieurs, donc je vous en ai mis quelques exemples. Par exemple géométrie message, les types géométrie message. Donc voilà, c'est vraiment un namespace. Du coup on va trouver par exemple un type de message vector 3. Donc cette famille là on va dire va regrouper tous les messages qui sont liés à la géométrie du robot, donc les positions, les orientations, etc. Donc par exemple, vous avez vector 3 qui permet de donner la position x, y, z d'un point ou d'un bout du robot. Vous avez un type de message donc dans la géométrie message quaternion qui va vous donner l'orientation d'un corps par exemple. Pose qui rassemble position et orientation. Donc finalement dans pose, vous aurez un vecteur 3 et un quaternion par exemple. Et twist, par exemple, c'était le command vel de tout à l'heure, voilà, qui va vous donner la vitesse en translation et en rotation d'un objet. Donc soit la vitesse que vous voulez avoir ou celle que vous avez, ça dépend. Donc vous avez d'autres types de messages, donc tout ce qui est sensor message, Joy, ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, pour le retour d'une manette de jeu par exemple. Laser scan, si vous avez un robot avec un plan laser, qui va vous donner toutes ces infos là. Et image, voilà, par exemple l'image d'une caméra. Vous en avez des nav messages, par exemple tout ce qui est odométrique, j'ai parlé tout à l'heure, et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres familles de messages et vos propres types de messages. Mais ça, bon, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Là, c'est pas le principe. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu plus évolué en fait que les topics. C'est les services et les actions. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais être assez superficiel. On peut aussi utiliser des services. Donc le topic c'est un canal de com. On envoie l'info, on ne sait pas si elle arrive, on ne sait pas ce qu'ils en font. Voilà. Donc vous avez les services par exemple, c'est un canal un peu bidirectionnel qui permet une communication en fait du type client-serveur, c'est-à-dire on envoie une requête et on a une réponse.
j'ai reçu, j'ai pas reçu, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, par exemple. Et donc les actions sont encore un peu plus élaborées. Hein. En plus de la requête réponse, en fait, le nœud il va renvoyer périodiquement où est-ce qu'il en est dans la tâche. Donc si on en, vu que c'est une action, voilà, il y a une tâche à faire, où est-ce qu'il en est. Donc ça permet un peu de suivre ça, peut-être d'anticiper une autre tâche ou bon. Voilà. Donc ça je détaillerai pas ici. C'était juste une info comme ça existe, il faut savoir que ça existe. Alors quelques outils, vous avez un topic un petit peu particulier, même si je sais pas vraiment si on peut appeler ça un topic. C'est TF en fait. /TF c'est un topic qui va définir tous les changements de repères. Donc il faut savoir c'est qu'en robotique, en gros, chaque chose qui peut bouger, chaque capteur, en gros tout, dès qu'on peut l'appeler quasiment, cette partie-là du robot par exemple, si on peut dire ça, on va lui coller un repère pour savoir où il est et dans quel repère il agit ou il perçoit quelque chose. Donc ici vous avez le PR2 avec tous ces repères par exemple. Donc vous en avez dans le coude, vous en avez dans la base, vous en avez pour chaque capteur ici de vision par exemple. Alors il y a des conventions, forcément les repères sont directs et orthonormés. Et on a au niveau une convention de couleur, c'est que vous avez le X en avant, le Y à gauche et le Z en haut. Voilà, c'est une convention, c'est pas obligé de la respecter, mais bon, si vous voulez pas vous faire insulter par ceux qui vont utiliser votre programme, autant essayer de la respecter. Quelques petits outils encore, hein. Vous avez plusieurs simulateurs qui supportent ROS, ou plusieurs simulateurs sont incorporés dans ROS, je sais pas comment le dire, je pense que c'est vraiment philosophique ça. Alors vous avez STDR, voilà, qui est une petite simulation 3D de robot mobile. On va pouvoir simuler du capteur LiDAR, des choses comme ça. Vous avez dans le même genre Stage, qui en fait, c'est toujours pareil, c'est la simulation 3D, mais on va avoir un rendu 3D. J'ai envie de dire ça doit être du STDR juste pour le visuel en fait. Alors, vous avez Morse. Alors Morse qui a utilisé un moteur physique 3D Blender, hein, qui fait des très jolis rendus. Je n'ai pas utilisé personnellement Morse, mais bon. Voilà, il faudrait que je le fasse un jour pour voir un peu ce qu'il vaut. Et le plus utilisé, hein, c'est Gazebo. Voilà, qui est le simulateur, on va dire, de référence dans ROS. Alors il a été décrié dans les premières versions de ROS parce qu'il n'était pas toujours très stable. Là maintenant, on va dire, ça commence à être assez efficace donc, et assez réaliste. Vous avez aussi d'autres outils en fait qui vous permettent de visualiser des données. Vous avez RViz, c'est assez général, ça vous permet de visualiser plein de données différentes, plein de messages différents. Donc ici on a des mèches un ensemble de points 3D, il peut faire des images, il peut faire la position de capteur, etc. Donc c'est assez général. Pour ceux qui font du véhicule mobile, vous avez MapViz, qui va notamment vous rajouter une vue aérienne en fait sur vos chemins 2D. Donc ça c'est toujours pareil, hein, pour montrer votre algo, il s'est bien localisé, vous n'êtes pas monté sur le trottoir, bon ça peut être sympa. Et alors moi il y en a un que j'aime bien aussi, c'est RQT Graph. En fait ça va vous montrer un peu l'archi de votre appli, va vous montrer tous les nœuds et tous les liens, donc tous les topics qui relient les nœuds entre eux. Alors voilà, ça peut vite être un petit peu imbitable, mais en général si l'appli marche pas, c'est peut-être qu'on n'a pas publié sur le bon topic, des choses comme ça, et avec ça on le verra tout de suite quoi. Voilà un petit peu pour ce qui est des outils. Alors je vais juste faire vite fait une petite introduction à la programmation en fait. Ce que c'est un workspace. En fait, un workspace, c'est un environnement. Parce qu'on va commencer à faire du code là-dessus, on va commencer par se créer un workspace en fait. C'est un environnement de travail qui va être isolé, qui va contenir nos paquets, qui va nous permettre de les utiliser. Donc le paquet, j'explique juste après ce que c'est. Donc voilà, c'est une espèce de bulle. On peut connaître ce qu'il y a de l'extérieur. On va connaître ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, tant qu'on travaille pas dans ce workspace, les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans, quoi. Enfin, le programme ne le saura pas, et du coup il n'aura pas accès. Alors ça peut être pratique, ou enfin, faut le savoir. Alors par défaut, en fait, un terminal n'y connaît pas notre workspace, c'est là un petit peu le défaut. Il faut donc lui indiquer en utilisant la commande suivante. Donc on va faire source. Et on va aller chercher dans notre environnement un répertoire Devel, et dans ce répertoire Devel, il y a un fichier setup.bash. Donc si on fait un source Devel setup.bash, si on est à la racine de notre environnement, le terminal il va être au courant de tous les paquets, de tous les types de messages, de tout ce qu'on a dans notre environnement, et on va pouvoir lancer nos applis ROS comme ça.
Voilà, les petites combines hein, pour que pas devoir le faire à chaque fois, mais je parlerai pas ici. Alors la structure d'un workspace, assez générale, hein, vous avez un environnement. Alors, si j'ai appelé ça Catkin Workspace, ça s'utilise l'outil Catkin. Et en gros, en général, on va juste nous créer un répertoire SRC et dedans on va mettre tous nos paquets. Un super paquet d'internet que j'ai trouvé, mon super paquet que j'ai fait moi-même par exemple, tous les paquets, et en fait quand on va lancer la compile, quand on va faire un Catkin mail qui va créer ces deux répertoires ici, le build qui va utiliser tout ce qui est la compilation et le devel avec notamment ce fameux fichier setup.bash. Donc maintenant dans un paquet, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait un paquet ROS ça peut être vu comme un répertoire qui va contenir toutes les fonctionnalités, toutes les définitions qu'on va définir, qu'on aura besoin. Et il aura la forme suivante. Alors, c'est la forme, on va dire, il y a beaucoup d'infos, il y a certains éléments qui ne sont pas nécessaires. Mais voilà, je pense que c'est assez exhaustif ici pour un paquet. Donc vous avez par exemple, j'ai créé mon super paquet. Dedans, vous aurez un répertoire config qui va contenir par exemple tous les fichiers de configuration que mon paquet peut avoir besoin. Donc voilà, des fichiers d'init pour des algos, des choses comme ça. Un répertoire include qui va contenir tous les points H, les points HPP, ça c'est si on fait du C++ par exemple. Pareil, si on fait du C++, tous les CPP ils seront dans SRC. Alors si on fait des nœuds plutôt en Python, en général on va plutôt les mettre dans script. Voilà. Alors pour les autres langages, je ne sais pas si c'est dans d'autres répertoires. Je me suis jamais posé la question parce que je fais surtout du Python et du C++ en fait. Alors ensuite le launch, alors ça va contenir tous les fichiers de type launch. Alors juste en quelques mots, quand on débute, on va vite avoir beaucoup de terminaux qui seront ouverts pour lancer un nœud à la fois. Et en fait, un fichier launch permet de tout lancer d'un coup, même le ROS-core d'ailleurs. Donc du coup, ça permet un peu de regrouper, de pouvoir lancer l'appli avec une seule ligne de commande. Ça c'est pratique. Alors on peut avoir un répertoire MSG qui va contenir les nouveaux messages, la définition des nouveaux messages qu'on veut avoir. Pareil pour SRV et action. Et vous avez un fichier package.xml qui va contenir des informations sur le paquet, le type de licence, quel est l'auteur, une description, etc. Voilà, j'en ai fini pour ce petit cours d'intro sur ROS là. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Les experts ROS vont sûrement ne pas s'empêcher de me le faire remarquer. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné quelques notions, que vous avez quelques mots-clés, on va dire, en tête, avant qu'on puisse faire des petits exemples. Je pense que je ferai quelques vidéos plus tard pour vous faire des petits exemples, comment créer un paquet, etc. Allez, bonne journée.